qui est prospère et très active. Et je ne peux pas trop m'étendre parce que là, c'est déjà... On a encore du temps, hein, quand même, on a encore 10 minutes. On avait prévu 1h30, peut-être un quart d'heure. Un mot sur Pardoux, puisqu'on se promène au travers des rues de Perpignan, et on parlait de la rue du 4 septembre. Précisément, à côté, il y a la place Bardou-Job. Donc, aujourd'hui encore, vous avez marqué dans les noms de rues l'histoire de la ville, et on a trop tendance à oublier ce papier à cigarette qui a fait le tour du monde, et qui est une des vraies réussites parmi toutes celles que tu viens d'énumérer. Je te laisse avancer. Il y avait le 4... Voilà. Vous voulez parler de la Première Guerre mondiale et des noms de rues liés aux grands personnages de cette époque? Oui, on peut peut-être passer, même si c'est vrai que c'est une transformation urbaine très très importante à cette époque. Donc le boulevard Clémenceau, le boulevard Wilson, en fait, qui sont des noms qui sont donnés à la suite de la Première Guerre mondiale pour honorer des personnalités importantes. Le boulevard Wilson, c'est le président des États-Unis qui a aidé la France à partir de 1917. Le boulevard Clémenceau, c'est en honneur à Georges Clémenceau, qui est donc ce Premier ministre, enfin ce président du Conseil qui a joué un rôle très très fort à partir de 1917. Place de la Victoire. Pardon ? Place de la Victoire. La place de la Victoire, enfin la place des Poilus. Il y a toute une partie des rues Perpignan qui est renommée à ce moment-là, parce que la période a été très marquante pour Perpignan, parce qu'il y a eu d'abord beaucoup de morts, puis une grande transformation, avec une poussée démographique très importante dans cette période. Vous voyez que la guerre n'interrompt pas du tout la poussée démographique que vous avez ici à votre droite. Ce qui me paraît très, très important, c'est de voir, je voudrais que vraiment vous arrêtiez là-dessus, sur la part de la population étrangère dans la ville de Perpignan, entre 1901 et 1931. Donc 5% de population étrangère en 1901 et 28% en 1921, juste après la guerre. C'est une part qui est énorme en fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette population étrangère ? 98%, ce sont des Catalans espagnols donc qui ont immigré pour venir chercher des emplois, développer l'économie, pour relancer le travail. Donc il y a eu bien sûr des mouvements de population très importants, et c'est une population donc avec une part, vous voyez que Perpignan a une part de population qui est pratiquement à 30%. Aujourd'hui, on serait peut-être un peu surpris de ça. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est une population qui est essentiellement donc de l'État espagnol, mais d'origine catalane, catalanophone, qui aussi relance d'une certaine manière le côté catalanophone de la ville, avec d'autres sociabilités. Alors, ils ne sont pas toujours très bien accueillis, par ailleurs, ça c'est encore un autre problème, mais c'est, vous voyez, une part qui diminue ensuite en 1931. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de naturalisation dans les années 20, mais il y a une présence, vous voyez, espagnole et catalane très forte avant la retirade de 1939. C'est une immigration très importante qui est liée au travail de la terre, mais aussi au travail dans la ville. Et donc, j'ai mis également, pour rappel, la Centro espagnole, qui a joué un rôle très important pour la structuration de ces populations immigrées. Le Centro espagnol en bas. Le Centro espagnol ici. Ici. Le laser, il fonctionne encore ? Il a l'air faiblard. C'est un très beau bâtiment là, qui est en train d'être rénové à nouveau, etc. Il n'est pas comme ça, parce que initialement, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 20, fin des années 20, début des années 30. Mais vous savez, c'est un centre de mutuelle, en fait, avant tout. De mutuelle et de secours mutuel, d'accompagnement des gens pour les structurer, pour les aider, pour faire face effectivement à des besoins particuliers. C'est une population également qui change parce que, comme je vous ai dit, c'est une ville industrielle avec beaucoup d'activités. Et donc, il y a beaucoup d'ouvriers, en fait. Beaucoup d'ouvriers, d'artisans. Et donc, on a une population. Ici, c'est la sortie des usines Le Nil. Vous savez, c'est à Ville-la-Garde, avec la maison de l'administration qui est à droite, pratiquement quand on arrive à la gare. Sur la gauche, quand on vient de la place de Catalogne, vous avez une très belle maison, et puis un grand espace qui est l'usine à gauche et les bâtiments d'administration à droite. Le Nil, c'est la marque de Joseph Bardou. Donc, ce n'est pas les jobs. Les jobs, c'est les jobs, la marque. Et eux, c'est le Nil. Donc, vous voyez, le nombre de gens qui sortent, c'est la sortie d'usine, en fait. Et donc, il y a une population ouvrière, une population immigrée,
Donc ça donne une vision de la ville qui est peut-être un petit peu différente de celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a une forte activité, une forte présence donc, de l'activité féminine également. Si vous regardez les ouvrières, en fait, les ouvriers de la papeterie fine sont beaucoup des ouvrières, en fait, des jeunes filles, beaucoup. Ce qui fait que... Ouais, ça passe pas bien. Bon, au XXe siècle, Perpignan est une ville à gauche, carrément, avec soit radical socialiste, soit socialiste SFIO. Jean Perrat, que vous avez ici, avec une belle barbe. SFIO, il faut peut-être dire ce et que donc, c'est. membre du parti de la section française de l'Internationale ouvrière, c'est-à-dire le parti socialiste qui a été fondé par Jaurès, mais qui s'est, rappelez-vous, scindé après le congrès de Tours avec la section française de l'Internationale communiste, qui s'est ensuite appelé le Parti communiste en 1920. Il ne s'est pas appelé un Parti communiste tout de suite, mais c'est rapidement appelé Parti communiste. Donc, le premier maire socialiste de Perpignan, c'est Jean Perrat. Et auparavant, je vous ai mis un exemple ici, qui est Joseph Denis, qui est un radical, donc un parti radical et radical socialiste, qui, au début du XXe siècle, on peut dire, sont encore à gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu un grand mouvement dans la politique française. Pendant très longtemps, les Républicains étaient à gauche, parce qu'ils étaient contre les monarchistes. Et donc Jules Ferry, on peut dire qu'en 1870, il est à gauche, vraiment. Ensuite, en 1880, il est centriste, parce que derrière lui, il y a les radicaux qui poussent pour être à gauche. Mais ensuite, en 1890, les radicaux, ils deviennent centristes ou à centre-gauche, parce qu'il y a les socialistes qui poussent. Et après les socialistes, il y a les communistes qui sont là, donc qui sont plus à gauche que les socialistes. Et donc les radicaux deviennent vraiment centristes dans l'entre-deux-guerres. C'est pour ça que c'est un peu bizarre de se dire des gens qui s'appellent des radicaux, alors qu'ils sont centristes. D'habitude, les radicaux ne sont pas centristes, ils sont radicaux. Mais ils ont gardé le nom quand même, ça leur plaît. Donc c'est une ville à gauche. Je vous ai mis également le boulevard Mercadet, parce que bon, on pourrait mettre Félix Mercadet, qui était architecte, et qui a été maire de Perpignan après la Seconde Guerre mondiale, et qui a été un architecte qui a notamment été très actif sur ce boulevard. C'est pour ça qu'ensuite on a donné le nom à ce boulevard, parce que ce sont ses productions qui sont très présentes, ces productions assez représentatives. C'est un beau boulevard, avec de très belles maisons. Malheureusement, il est desservi aujourd'hui par l'ampleur de la circulation qu'il y a sur cette artère-là. Mais donc Félix Mercadet, c'est pareil, c'est un maire qui est postérieur à la Seconde Guerre mondiale et qui est donc dans la mouvance socialiste et qui a accompagné ce monde-là. Donc c'est une ville qui est à gauche et qui poursuit un peu la tradition républicaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition conservatrice, voire ultra-conservatrice. Il y a une tradition ultra-conservatrice perpignanaise, une Perpignan blanche qui défend parfois même les... Blanche et royaliste, on ne parle pas de la race. Parce que voilà. Non, je ne pense pas à ça. Les blancs s'opposent aux bleus ou aux rouges, c'est-à-dire les bleus c'est les républicains, les rouges c'est les sociaux-démocrates, les démocrates socialistes, et pas les sociaux-démocrates, les démocrates socialistes, et les blancs c'est les monarchistes. Il y a une tradition conservatrice, ultra-conservatrice perpignanaise qui est très présente, il faut le dire, et qui a des liens aussi avec la Catalogne et l'Espagne par le carlisme. Alors, avant d'arriver à l'héritier, celui qui est élu maire en 1959 avec une étiquette de gauche et qui va évoluer, on aurait pu parler bien sûr des places qui portent le nom de grands moments de la résistance, que ce soit la résistance extérieure, je formule comme ça parce qu'on peut l'appeler ainsi pour la France libre, le square Birakeim par exemple, bien sûr l'avenue du Général de Gaulle, et puis l'un des martyrs de la résistance ici, Louis Torcatis, avec le monument Torcatis et la fameuse librairie. Et on arrive en 1959, après la 4e République, ça fait un an que nous sommes sous la 5e, dirigée par le général de Gaulle, avec une nouvelle ère politique, celle de la famille Alduy, qui va marquer profondément, en tout cas, l'histoire de l'urbanisme. Tu voulais t'arrêter sur un quartier que vous connaissez tous, c'est le Moulin. Voilà, donc c'est pas du tout une rupture, l'élection Paul Alduy en 1959, c'est une rupture bien sûr importante. Je vais commencer mon chapitre du très contemporain à cette heure-là, parce que c'est vraiment une ville qui est marquée par la durée de la présence de la famille Alduy, donc une dynastie d'une certaine manière, même si entre Jean-Paul et Paul, c'est vraiment des choses qui sont quand même assez différentes, tout en ayant des éléments de continuité, bon, c'est un peu complexe.
Mais en fait, Paul Alduy, quand il arrive au pouvoir, il est à gauche. C'est quelqu'un qui représente d'abord la SFIO, puis des partis qui sont des partis un petit peu groupusculaires, mais qui sont quand même relativement marqués comme étant du centre-gauche, et qui, jusque très tard, en fait, est resté dans cette mouvance, même si la pratique du pouvoir, le fonctionnement, l'éloignait quand même un petit peu, et qu'il avait une opposition à gauche assez forte, hein, notamment de mouvements du PS qui voulaient vraiment le faire partir. Donc, ce n'est que très tard qu'il est rentré dans la mouvance de ce qu'on appelle le centrisme de l'UDF, par exemple, de ce type de mouvement. Cette durée, elle a été marquée par une grande modernisation, notamment avec une volonté d'ouvrir la ville à la voiture, de construire un grand ensemble propre à son image, enfin à ce qu'il avait voulu construire, le moulin à vent, qui n'a pas été construit pour accueillir les rapatriés d'Afrique du Nord, parce qu'en fait il a été pensé avant. Alors il se trouve que l'arrivée des rapatriés a été un moyen pour lui de le peupler très rapidement, mais donc c'est pas une coïncidence, mais ça n'a pas été prévu pour ça initialement, ça a accompagné bien sûr, et c'est un maire qui a été un maire qui a eu une pratique du pouvoir, qui a installé d'une certaine façon une certaine forme de clientélisme, d'accompagnement particulier, mais qui était marqué par sa période en fait. C'est marqué par la période pompidolienne moderne. C'est pas du tout intéressé au centre-ville de Perpignan, ça n'intéressait pas. Qui a décliné, ça intéressait. C'est lui qui a mis en place, par exemple, l'autoroute, quasiment une autoroute qui arrive au centre-ville, qui passe devant la place de Catalogne. C'est une des rares villes où vous avez, il y a Marseille et compagnie, c'est sûr, mais où vous avez donc cette espèce de grosse artère qui arrive au centre-ville. Vous avez par exemple la construction d'un grand parking au centre-ville, le parking de la place de la République. En fait, c'est un maire qui veut de la modernité tout en voulant garder le contrôle. Bon, ce qui, pour le centre-ville de Perpignan, a été assez difficile parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas au patrimoine urbain de la ville. Il voulait de la modernité. Georges Pompidou, pas beaucoup non plus, hein. Vous savez qu'il y avait des projets sur le Marais de Paris, des choses comme ça, qui étaient quand même assez spéciaux. Bon. D'ailleurs, il y a d'autres Paul Alduy dans d'autres villes de province. Oui, c'est un homme de son temps. À Bordeaux, par exemple, tout ça. Donc c'est un homme de son temps, avec une pratique du pouvoir qui a été quand même faite pour se maintenir dans la durée, hein, donc avec des côtés qui sont parfois contestables, en allant contre des phénomènes de démocratie locale, notamment en essayant de limiter le pouvoir de ses proches. Et l'arrivée au pouvoir de son fils, donc Jean-Paul Alduy en 1993, c'est un tour de force de se présenter comme un renouveau, parce qu'en fait, il n'est pas celui que, a priori, voulait son père, mais il maintient quand même, et il arrive au pouvoir grâce au réseau d'une certaine partie de son père. Donc c'est un peu particulier. En revanche, il a une vision qui est radicalement différente. Il a des premiers mandats qui sont très dynamiques, on va dire. Il cherche à rattacher, avec beaucoup d'idées, mais qui en réalité s'appliquent peu ou ont des conséquences qui sont relativement faibles sur la trajectoire de longue durée de la ville, qui est une ville qui est en difficulté cette fois-ci et qui est moins prospère parce que l'économie du Roussillon, du département et toutes les industries qui avaient été très fortes dans les années 1890-1950 ont beaucoup de mal à se renouveler en fait. Et bon, les maires aident probablement, ne sont pas les seuls responsables sans aucun doute de ces grandes choses, mais enfin il y a des maires qui ont réussi à relancer, par exemple une ville qui était un peu dormante comme Montpellier, elle a été complètement relancée par Jean Fraîche, sur une politique extrêmement volontariste. Et ce n'est pas le cas de Perpignan. Donc c'est vrai que par rapport à ce domaine-là, il faut dire que la ville est aujourd'hui en difficulté au regard de ce que peut-être elle aurait pu être avec d'autres visions. Bon, mais c'est difficile de toute façon, les historiens ne sont pas là pour donner des bons ou des mauvais points. On constate juste ce qui s'est produit. C'est une durée extraordinaire de 1959 jusqu'en 2009. Et où le maire devient donc Jean-Marc Pujol, qui remplace parce que Jean-Paul Alduy est allé à la communauté d'agglomération. Donc c'est une durée très très longue, assez exceptionnelle dans la ville de province. Voilà donc pour cette période. Il nous reste à conclure avec la question initiale, puisqu'on l'a tenue à peu près 1h30, on a dû improviser, donc on était peut-être un tout petit peu plus long, on avait prévu 1h30. La question
initiale. Si on peut revenir peut-être sur le premier slide, qui est le titre de la conférence, c'est pourquoi une nouvelle histoire, donc on revient en arrière, là, c'est le cas de le dire. Pourquoi écrire une nouvelle histoire de Perpignan depuis 1789 ? Parce que si je vais tout simplement sur le rayonnage de ma bibliothèque, mon cher Nicolas, je vois qu'au début des années 80, il y a sous la direction de Philippe Wolf, aux éditions Privat, avec de nombreux historiens, vous devez le retrouver à la médiathèque de Canet, entre autres, il y a une histoire de Perpignan, il y a quand même 45 ans, hein, mais il faut sans doute renouveler. Il y a un pavé, 1986. il y a un pavé thématique, là c'est de 1000 pages aux éditions du Trabucaire aussi, qui s'appelle Perpignan une plurielle, qui est paru au début des années 2000, 2004-2005, et donc quasiment 20 ans après, un nouveau chantier. Qu'est-ce qui t'a poussé scientifiquement à pouvoir dire il y a des choses nouvelles à écrire, une nouvelle façon peut-être de penser les choses et de présenter ces éléments qui, eux, ne changent pas, mais qu'on va peut-être présenter différemment? Oui, donc rapidement, c'est parce que d'une part, l'histoire c'est une discipline qui se construit par accumulation et par aussi nouveaux questionnements. En fait, on a des nouveaux questionnements par rapport à ce qui avait déjà été écrit. Par exemple, vous trouverez dans le livre beaucoup d'éléments sur l'histoire économique et sociale qui étaient peu présentes, qui étaient surtout une histoire politique en fait, par exemple, pour la période contemporaine. Là, on s'est beaucoup arrêté sur l'histoire politique, mais il y a aussi des éléments d'histoire sociale et économique. On se pose des questions nouvelles aussi sur le rapport à l'environnement, par exemple. Des choses qui ne nous paraissaient pas du tout intéressantes ou personne ne se pose il y a 45 ans, au moment du livre de Philippe Wolf. Là, il y a des travaux qui ont été faits sur le rapport à l'environnement, les pollutions, des choses comme ça. Donc des nouveaux questionnements. Des questionnements également sur l'identité catalane, qui est quelque chose qui est central pour comprendre l'histoire de la ville, y compris après 1759, et donc aussi après 1789. Une histoire catalane qui est importante. Le slogan Perpignan à catalane n'est pas un slogan, c'est un slogan de marketing territorial de Jean-Paul Alluy, ne nous y trompons pas. Mais ce n'est pas un slogan qui est vide de sens. C'est une ville catalane comme c'est une ville française, de fait. Donc c'est important d'interroger cette identité qui était peu interrogée finalement dans les années 70, qui était limitée à des groupuscules, ce qui était, je pense, une erreur. Donc on se pose de nouveaux questionnements. Ensuite, c'est aussi, on fait émerger de nouvelles sources. Les archives départementales, les archives municipales ont montré des sources nouvelles de l'histoire de Perpignan qui sont extraordinairement intéressantes. Par exemple, par l'environnement, on s'est intéressé aux établissements insalubres, à toutes les enquêtes qui avaient été faites sur la perception de l'environnement, par exemple, ou sur de nouvelles manières de penser la périodisation. Donc il y a des nouvelles manières d'interroger les choses. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup depuis 1986 et même depuis 2000, il y a un département d'histoire à l'Université de Perpignan qui a fait travailler des étudiants, qui a fait travailler des doctorants et qui amène des choses tout à fait nouvelles. Et Jérôme, par exemple, est en doctorat aussi parmi ses nombreuses vies, et donc il travaille beaucoup sur le mouvement républicain dans les années 1865-1880. Il y a encore des choses à dire. On a une étudiante qui travaille par exemple sur le quartier Saint-Jacques et sur la politisation du niveau conservateur. On s'est très peu intéressé aux conservateurs, on s'est beaucoup intéressé au mouvement de gauche et républicain, très peu au mouvement blanc et conservateur. Et ça, c'est un point qui est très important, qui a été sous-étudié. Donc on continue en fait à trouver des choses. Il y a énormément de choses à faire, y compris sur la ville de Perpignan, même s'il y a déjà des livres qui sont très bons. Et je dirais que presque notre livre, il méritera sans aucun doute d'être repris dans une vingtaine d'années, parce qu'il y aura de nouvelles choses, de nouveaux questionnements, de nouvelles sources, de nouvelles interrogations. Et c'est notre rôle à l'université, grâce à des éditeurs aussi qui sont très prêts à nous suivre, parce que c'est pas facile, c'est un gros livre avec beaucoup de travail qui a demandé beaucoup de temps, mais je pense que c'est le rôle des universitaires et de tous ceux qui ont participé. Je suis loin d'être le seul à avoir participé. Il y a la période médiévale, la période moderne. C'est Patrice Poujat qui a coordonné le tout. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé à donner du fond, en fait, nouveau à ces questionnements. Donc, ça nous paraissait raisonnable de faire une histoire de Perpignan nouvelle pour donner à voir tous ces nouvelles questions et cette nouvelle vision de l'histoire de la ville.
Et finalement, vous avez peut-être compris pourquoi nous avons choisi sciemment avec Nicolas, il vient de le répéter, de le rappeler, cette photo du Castillet avec 2 drapeaux. Ça caractérise, à notre sens, très bien cette période contemporaine qui va de 1789 jusqu'à, on n'a pas voulu aller au-delà du moulin avant, hein, mais jusqu'aux années qui précèdent notre intervention de ce jour. Veuillez nous excuser pour le petit problème technique. Et puis maintenant, on peut passer sur un petit temps d'échange si vous le souhaitez, mais tout ça sous la direction réglée au millimètre près du président, cher Francis.